aurait bien voulu rentrer au pays, Karim Wade, pour honorer la mémoire du grand calife disparu semaine écoulée. Mais il ne peut aller au-delà du vœu. L'accomplir est quasiment impossible, à en croire le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade. Dès sa sortie de prison, il a été contraint à prendre le chemin d'un exil forcé. Son calvaire se poursuit avec les autorités de son pays qui l'ont cette fois-ci empêché d'aller à Touba pour les condoléances à la grande famille des Mourides. Des propos qui ont provoqué la colère des autorités suivis d'un démenti formel au gouvernement d'annoncer que c'est suite à une lettre de l'émir du Qatar appuyant une demande de la famille Wade que Macky Sall a accordé sa grâce, qu'il s'agit d'une grâce et non d'une amnistie. À un an de la présidentielle, alors que Karim Wade est toujours le candidat du PDS, le gouvernement menace et indique qu'une fois de retour, qu'il doit toujours rembourser sa dette, près de 210 millions d'euros. En cas de manquement, la justice s'appliquerait. Karim Wade pourrait donc retourner en détention, lui qui a déjà effectué la moitié de sa peine de 6 ans. Sans voix sur la question de la révision constitutionnelle, le président tanzanien a finalement donné sa position. Ce fut par un communiqué de sa formation politique, dont il est d'ailleurs le président. John Magufuli y informe les membres du parti et les autres Tanzaniens que le débat en cours sur le passage de 5 à 7 ans de mandat présidentiel lui déplaît. Une telle modification, précise-t-il, est contraire au texte régissant le parti au pouvoir et contraire à la constitution de la Tanzanie. Par conséquent, il mentionne n'avoir pas la moindre intention d'augmenter la durée du mandat présidentiel et n'envisage non plus de le faire à aucun moment de sa présidence. Élu fin 2015, John Magufuli souhaite ainsi faire taire certaines voix au sein de son parti qui ont récemment plaidé pour un changement qui pourrait lui permettre, en cas de réélection, de rester 14 ans à la tête de son parti, soit 2 mandats de 7 ans. La problématique de la modification de la Constitution pour rester plus longtemps au pouvoir est un sujet brûlant en Afrique où plusieurs chefs d'État, parfois à la tête de leur pays depuis des décennies, ont mené au forceps ou sont soupçonnés de vouloir imposer des réformes en ce sens. Certains d'entre eux avaient pourtant promis de ne pas le faire. Partis de 3 points de rassemblement, les manifestants sur appel des 14 partis politiques de l'opposition ont sillonné des artères de la capitale togolaise Lomé, scandant des slogans hostiles au gouvernement avant d'assister à un meeting en bord de mer. La particularité de la marche de ce jour, dira le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, c'est qu'elle se déroule un 13 janvier, une date funeste qui symbolise l'élan brisé d'un pays. C'est à cette date que la violence, le mensonge ont fait leur entrée dans l'histoire politique de notre pays. Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, a été assassiné le 13 janvier 1963 dans un coup d'État. Heureusement, poursuivra-t-il, le peuple qui a courbé l'échine a redressé la tête et lutte pour la reprise en main de son destin. Et nous sommes certains que la victoire est imminente. La manifestation, bien encadrée par des forces de l'ordre, s'est déroulée à quelques incidents près dans le calme. Dans le même temps, l'Union pour la République, parti au pouvoir, a également drainé des milliers de ses militants et sympathisants dans les rues de 7 villes de l'intérieur du pays. L'unique message pour cette marche dite de la paix, siffler la fin de la récréation et exhorter Foy Assimé à aller à l'essentiel, l'organisation d'un référendum. Référendum que la coalition des 14 partis de l'opposition conditionne à une discussion préalable. Placé sous la médiation des présidents ghanéens et guinéens, le dialogue pouvoir et opposition togolaise est pour l'instant au point mort. À la fronde sociale persistante, BJ KDFCPSI apporte comme répondant une batterie de mesures sociales, un plan de protection sociale en 3 piliers. Premièrement, il est question de garantir un revenu fixe pour les familles les plus nécessiteuses et dont aucun membre ne travaille. Deuxièmement, veiller à garantir une couverture médicale à tous les Tunisiens sans exception. Enfin, procurer ou aider à l'acquisition d'un logement aux familles les plus démunies. Le premier point paraît le principal à partir duquel le gouvernement compte faire inverser la tendance actuelle. Dans le premier point qui est de garantir un revenu fixe aux familles les plus nécessiteuses, nous ajoutons la somme de 100 millions de dinars
à la somme déjà prévue par la loi de finances 2018 qui a été votée par l'Assemblée de représentants du peuple pour les familles nécessiteuses. Pour que l'allocation donnée aux familles les plus nécessiteuses passe de 150 à 180 ou 210 dinars selon le nombre d'enfants. Cette procédure va toucher plus de 120 000 bénéficiaires. Elle coûtera à l'État plus de 70 millions de dinars, soit un peu plus de 23,5 millions d'euros. En attendant l'effectivité des dites mesures, la mobilisation, elle, ne faiblit toujours pas dans les rues. Les procès en assises se poursuivent en Côte d'Ivoire. Ce lundi, c'était au tour de Lida Kwasi, ex-ministre de la Défense de l'ex-président Laurent Gbagbo, accusé de complot contre l'autorité de l'État de comparaître devant la cour d'assises d'Abidjan. Selon l'acte d'accusation, dans le courant du mois de février 2012, la direction de la surveillance du territoire recevait une information faisant état de la préparation d'un projet de déstabilisation du régime de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara par des officiers de l'armée en exil au Ghana constitués en une plateforme militaire avec l'implication de certains civils et hommes politiques proches de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo. Et c'est suite à cette information que Lida Kwasi, parti au Togo à la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, a été extradé en juin 2012 par Lomé à Abidjan au motif qu'il se livrait à des activités subversives. Détenu depuis octobre 2014, Lida Kwasi comparaît en même temps que 3 militaires, le colonel Paulin Kate Nyatoa, le sergent Serge Pacom Durambrou et Samuel Zadig Baka, un élève officier de la marine. Les 3 ont été arrêtés à Abidjan le 8 mars 2012, jour prévu pour la réalisation de leur projet. En ce qui concerne le sergent Serge Pacom Durambrou et Samuel Zadig Baka, ils ont nié à la barre ce lundi les faits qui leur sont reprochés. Les accusés n'ayant pas tous un avocat pour les défendre, l'audience de ce lundi qui n'a pas duré plus d'une demi-journée doit se poursuivre ce mardi avec l'audition des autres accusés. À 8 jours de la passation de pouvoir, le comité exécutif du Parti de l'Unité, la formation de l'ancien vice-président Joseph Boakai et de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain, a voté l'exclusion de cette dernière au motif qu'elle n'a pas fait campagne pour son vice-président. Une décision que juge illégale le bureau de la présidente sortante. La présidente reste membre du Parti de l'Unité et après la période de transition, les questions du parti seront traitées comme des questions du parti lorsqu'elle aura réussi sa transition et qu'elle ne sera plus présidente. En ce qui la concerne, ce qui a été annoncé par le parti est illégal. Participant à une réunion sur la migration au Libéria, le président de la Banque africaine de développement, qui a été honoré de la plus haute distinction civile du pays, a déclaré lors de la réunion que la présidente libérienne est un joyau africain. And so we, at the African Development Bank, nous sommes la Banque africaine de développement et nous saluons votre leadership visionnaire, votre héritage et vos nombreuses réussites. Nous nous réjouissons également à la perspective d'un partenariat solide et continu avec la nouvelle administration. Je suis convaincu qu'ensemble, nous réaliserons des objectifs de développement encore plus spectaculaires pour le Libéria. Madame la Présidente, vous êtes un joyau de l'Afrique. Madam President, you are a jewel of Africa. Cible de violentes critiques, y compris au sein de son propre parti, Ellen Johnson Sirleaf cédera le pouvoir le 22 janvier prochain au sénateur et légende du foot George Weah. C'est un pari gagné pour les organisations de la société civile nigérienne qui ont mobilisé plusieurs milliers de personnes dans les rues de Niamey et les autres régions du pays, contrairement à leurs précédentes manifestations. À travers cette marche appuyée de meetings, les organisations de la société civile disent rejeter la loi des finances 2018 parce qu'elle comporte toute une batterie de mesures à caractère fiscal et administratif susceptibles d'affecter sérieusement la situation déjà difficile des ménages nigériens. Le rehaussement du taux de l'imposition de l'impôt synthétique
de 2 à 5% pour les activités commerciales et de 3 à 7% pour les prestations de services. L'extension de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qui sera appliquée désormais au transport routier des marchandises et des voyageurs, aux affaires faites avec les commerçants qui se livrent à la commercialisation des produits agricoles après acquisition auprès des producteurs ruraux, à divers produits, notamment des denrées alimentaires, des intrants agricoles, des fournitures scolaires, jusque-là exonérées. Cette manifestation ne sera pas la dernière, selon ses organisateurs. Ils ont promis une mobilisation permanente pour faire fléchir le gouvernement nigérien. Nous sommes déterminés à combattre cette tendance du gouvernement à faire des cadeaux pour ses amis, notamment les compagnies pétrolières, minières et de téléphonie. Comment comprendre qu'un gouvernement responsable puisse abandonner la taxe sur la terminaison téléphonique et taxer les produits de première nécessité? Comment comprendre qu'un gouvernement puisse abandonner la taxation des compagnies, des stations-service et aller chercher de l'argent dans l'engrais qui est utilisé par le pauvre citoyen dans son champ? Après le meeting de la place de la Concertation, les manifestants se sont dispersés dans le calme, mais avec l'engagement de revenir dans 2 semaines à travers une autre manifestation qu'ils promettent plus grande. Protester contre les récentes violences entre éleveurs de bétail et agriculteurs qui ont fait 80 morts, tel est l'objectif poursuivi par des citoyens de l'État nigérien de Benue en organisant à Abuja une marche silencieuse pour les victimes de ces violences. Ce qui se passe en ce moment n'est qu'une procession à la mémoire des morts, ceux qui ont été tués par des bergers peuls armés dans l'État de Benue, et de dire au gouvernement que les gens ne sont plus d'accord avec les tueries qui ont eu lieu. Nous voulons que le gouvernement nigérien agisse et mette fin au meurtre. Je suis triste, je me sens trahi par le gouvernement nigérien dans son incapacité à protéger des citoyens innocents d'une milice bien organisée qui causait des ravages dans la vallée de Benue et dans les communautés agricoles de l'autre côté de la ceinture médiane. Les violents affrontements entre éleveurs de bétail et agriculteurs ont déplacé des dizaines de milliers de personnes. Trois hommes ont été arrêtés en possession de grenades en début de semaine dans le quartier Odorkor à Accra. Selon le patron de la police nationale, David Asante-Apiatou, les enquêteurs recherchent actuellement les alliés potentiels du trio à l'intérieur et à l'extérieur du pays, même si leur motivation n'a pas été établie. La police n'a pas révélé la nationalité des trois hommes, mais les médias locaux ont évoqué les ressortissants étrangers. Ils ont été placés en détention provisoire par un tribunal d'Accra où ils doivent comparaître le 30 janvier. Ghana, in principle, cannot. Bien évidemment, il n'est pas exclu que le Ghana soit une cible potentielle. Par conséquent, la préparation de notre pays est très importante. Of our country is an extremely important matter. But I think that Ghana is stable. Je pense que le Ghana est un pays stable et sûr, et je vais tout faire pour que cette image et cet état de fait continuent. Jusqu'à présent, le Ghana a été épargné par les attentats djihadistes qui ont touché d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Mais les mesures de sécurité avaient été renforcées en avril 2016 après un avertissement selon lequel le Ghana et le Togo voisin pourraient être la cible d'attentats islamistes qui avaient visé la Côte d'Ivoire le mois précédent. Ces trois personnes qui ont été arrêtées, nous ne savons pas si elles font partie d'un groupe. Donc je pense qu'il faut que nous soyons vigilants vis-à-vis de nos frontières afin que ce genre de choses n'arrivent plus. Lors des rassemblements, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Nous sommes tous en danger. Il faut que le gouvernement s'occupe de cela sérieusement. Le président ghanéen a également promis que les services de sécurité renforceraient leurs capacités en matière de renseignement tout en s'attaquant aux causes de la radicalisation.